comment ça se fait qu'on est tous potes entre pays voisins et qu'on peut voyager librement en Europe et payer avec la même thune quasi partout? En fait, en 1957, il fallait un peu reconstruire le continent après les guerres. Alors ça a commencé par une alliance économique entre 6 pays, la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie. Puis cette union s'est progressivement élargie à 27 pays dans le but d'avoir une politique commune pour s'entraider. Mais tous les pays du continent ne font pas partie de l'Union européenne. Du coup, c'est quoi les critères pour adhérer à l'UE? Eh bien, on a envoyé notre ami Robin creuser le sujet dans un pays candidat. Salut et bienvenue dans ce tout dernier épisode d'Un ticket pour l'Europe. La dernière fois, Fanny découvrait la situation des droits LGBT en Pologne. Situation is bad. Neche a écouté le parcours difficile de réfugiés afghans en Grèce avant de terminer son voyage comme Lucas en Laponie. Tout était exceptionnel. Et on commence par aller voir Robin, mais il est où? Ça ne se voit pas particulièrement, mais on a changé de pays. Devinez dans quel pays on est maintenant? Roulement de tambour. On est en Serbie. L'ambiance dans les rues est à peu près la même, c'est toujours des grands buildings et puis des tags comme derrière moi, un peu partout. Et pour savoir ce qui m'attend, encore une fois, je vais scanner le QR code. Sûrement en apprendre plus sur la Serbie et peut-être savoir ce que je vais faire dans les prochaines heures. Alors... Je suis pas doué, hein. Hop. Tu t'es jamais demandé comment on devenait un État membre de l'Union européenne? Bon, déjà, faut être un État européen qui respecte les valeurs de l'UE et faire une demande d'adhésion. La Commission européenne analyse ta candidature et si tous les pays de l'UE acceptent, tu deviens officiellement candidat à l'adhésion. Et c'est là qu'on rentre dans le dur parce qu'il va falloir négocier ton traité d'entrée dans l'UE, mais avant ça, il faut que tu remplisses plusieurs critères. Il faut que tu aies des institutions politiques stables qui garantissent la démocratie, les droits de l'homme et le respect des minorités. Que tu aies une économie de marché viable, capable d'encaisser la concurrence. Que tu mettes en place dans ton pays toutes les règles européennes pour t'aligner sur les autres. Et il y a un dernier critère qui ne dépend pas de toi, mais il faut que l'UE soit capable d'accueillir un nouveau membre sans que ça foute le bazar. Une fois que tous les critères sont réunis, on négocie les conditions d'adhésion, on signe un traité et il faut à nouveau que tous les États membres le valident pour qu'enfin tu puisses à ton tour devenir un État membre. Bref, toutes ces étapes font que ça met énormément de temps pour rejoindre l'UE, genre des années. Pour le moment, il y a 9 pays qui sont officiellement candidats et le Kosovo qui a juste déposé sa candidature. Et certains des candidats le sont depuis hyper longtemps, genre la Turquie qui est officiellement candidate depuis 1999, t'étais pas né, mais qui a déposé sa candidature en 1987. J'étais pas né. Bref, t'as compris que l'Union européenne est un club plutôt sélect et tu vas avoir l'occasion d'en parler un peu plus aujourd'hui, donc je vais te laisser tranquille pour le moment. Bon là ça devient plus clair parce que le troisième petit logo qui était sur mon ticket, dont je ne comprenais pas vraiment le sens, maintenant il prend tout son sens en fait, ça veut dire élargissement de l'Union européenne. J'imagine que la Serbie est sur le chemin de l'adhésion, mais pour l'instant ça n'a pas l'air vraiment de se concrétiser, on va sûrement en apprendre plus dans les heures qui suivent. Apparemment je dois venir ici, un bâtiment assez moderne. Oh. Un petit chat pour m'accueillir. Je sais pas trop... je vais monter. Hein. Bonjour, enchanté. Nice to meet you. Nice to meet you too. We kissed 3 times in Serbia, so you have to do this. Hello, nice to meet you. Nice to meet you too. Donc je comprends pas trop ce que je fais ici. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites dans ce bâtiment? Novi Sad was European Youth Capital back in 2019, and Opens implemented a set of programs and activities for youth in Novi Sad, implemented and collaborated with other European youth capitals. Qu'est-ce que vous faites en rapport avec l'Union européenne dans ces bâtiments? Est-ce que vous promouvez peut-être une adhésion future de la Serbie à l'Union européenne? In that regard, we are organizing and implementing a lot of projects, teaching young people about EU values, EU standards, EU opportunities for youth. Et où en est le processus d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne? Serbia is a candidate country. We are still in the process of negotiation. We are developing our society in all segments in order to fulfill all the, let's say, standards that are necessary in order to join EU. Vous m'avez dit que vous défendez dans ce centre les valeurs européennes. Donc selon vous, quelles sont les valeurs vraiment très importantes pour pouvoir adhérer à l'Union européenne?
tolerance, anti-discrimination, equality in general. The most important for me, I'm working in the youth sector, are the youth guarantees. So setting the standards for youth, for better conditions for them to live at. And for example, youth guarantees that are given through EU programs for the employment of youth are maybe the most relevant for us to be more self-sustainable. I would say it's very good and beneficial for both ways, and there are benefits for EU, but also benefits for Serbia. When we're talking about benefits for EU, it's also relevant because of the agricultural potential of the country and for the financial investments that are coming in the country. On the other hand, Serbia has a very rich culture. I hope you will get to see some. It's also amazing and breathtaking nature. People, as you can see, are very warm. Yes. We are a sporty country. You probably know that. Djokovic. Yes, exactly. I've been observing the process. I mean, there is an interest on both sides, an opportunity to collaborate more. Donc là-bas, avec cette dame, j'ai bien senti sa volonté à elle que la Serbie rentre dans l'Union européenne. Elle était vraiment pro-européenne, ça se voyait. La raison principale pour laquelle elle avait envie que la Serbie rentre dans l'Union européenne, c'était pas l'économie ou d'autres choses, c'était vraiment le fait que les jeunes puissent avoir un avenir. Thanks for coming. A lot of pleasure. On retrouvera Robin en Serbie un peu plus tard, mais là, en Pologne, Fanny vient de poser le pied sur le quai de là quoi. Bref, tu fais quoi ici à ton avis? Je viens de scanner ça, on dirait une mine de charbon. Je suppose, puisque Pierre m'a expliqué dans une vidéo que le charbon c'était la source principale pour pour produire de l'énergie en Pologne. Donc je suppose que c'est une mine de charbon que je vais aller voir aujourd'hui. Znajdujemy się w kopalni Makoszowy. To jest kopalnia już dzisiaj zamknięta. To jest kopalnia, która jest przykładem tego, jak źle przeprowadzić sprawiedliwą transformację. Pourquoi est-ce que la transition énergétique est mal faite ou mauvaise? Sprawiedliwa transformacja, żeby była sprawiedliwa, musi być zaplanowana i przeprowadzona w dialogu. Ta kopalnia została zamknięta bez odpowiedniej analizy ekonomicznej, społecznej, środowiskowej. Po prostu jeden z ministrów w Warszawie stwierdził, te kopalnie zamkniemy w pierwszej kolejności, kompletnie nie przejmując się tym, co się stanie z pracownikami tej kopalni. Mais si la mine est fermée, c'est de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu avec mon ticket, les vidéos qu'on m'a montrées, c'est parce que on veut une transition énergétique en Europe et donc plus de charbon du tout. Oczywiście. Mamy kryzys klimatyczny i żeby z tym kryzysem klimatycznym wygrać, w 2050 roku w porozumieniu paryskim neutralność klimatyczna powinna być absolutnym priorytetem. Nie wszyscy w Polsce to rozumieją, szczególnie nie rozumieją tego ludzie, mieszkańcy, pracownicy kopalni, bo z tymi ludźmi nikt nie rozmawia. Nie przekonuje ich do tego, że żeby uratować naszą planetę, musimy zamknąć kopalnie, musimy zamknąć elektrownie węglowe i poszukać alternatywy w postaci odnawialnych źródeł energii. Est-ce qu'il existe des mines en Pologne ou est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'il y ait des mines qui ne polluent pas? Produkcja węgla polega na tym, że z ziemi wydobywamy węgiel, ale też bardzo wiele różnych innych skał. Dzisiaj ten węgiel trzeba wydobywać coraz głębiej. Z jednej strony ta praca górnika dzisiaj jest bardzo niebezpieczna, bardzo ryzykowna, a co za tym idzie, bardzo droga. Że drogi, ulice się zapadają, domy się zapadają, konstrukcje zaczynają pękać i się niszczyć. Je sais pas si vous connaissez, mais j'ai été visiter une entreprise qui développe des panneaux photovoltaïques différents de ceux qu'on connaît, qui produisent plus d'énergie, coûtent moins à produire, etc. Est-ce que ça vous semble une bonne alternative aux mines? To jest bardzo ważne. I Polska ma technologię. Potrzeba dużych inwestycji, żeby te technologie stały się jeszcze bardziej powszechne, a co za tym idzie, tańsze. Żeby Polacy chętnie stawiali
panele fotowoltaiczne na dach. Oprócz tego, oprócz ekonomii, potrzebujemy jeszcze dobrych regulacji. Transformacja ekologiczna w Polsce dzisiaj to nie jest problem technologii, to jest problem złej polityki. Je suis quand même d'accord que c'est pas un truc qu'on peut faire comme ça d'un coup, vu que ça représente énormément de pourcentage d'où provient l'énergie. Mais je suis optimiste, j'espère qu'on va réussir à diminuer notre empreinte au maximum. Toujours en Serbie, Robin a pu discuter avec quelqu'un plutôt favorable à une adhésion à l'UE. Mais est-ce que c'est une opinion partagée par la majorité des Serbes? C'est quoi la situation actuelle? C'est déjà le dernier jour de mon aventure et aujourd'hui j'ai eu rendez-vous ici. Donc on est dans la ville de Belgrade, la capitale de la Serbie, et c'est la plus grande ville de l'ex-Yougoslavie. Le pays est officiellement candidat à l'adhésion à l'Union européenne depuis 2012. Ça fait donc 12 ans que ça stagne. Pourquoi? Parce qu'en 12 ans, le pays n'a pas encore rempli tous les critères. Il ne s'est pas conformé aux normes européennes, la démocratie et la liberté de la presse là-bas inquiètent un peu. Et puis le pays est assez proche de la Chine et de la Russie. D'ailleurs, le président serbe Aleksandar Vučić admire Vladimir Poutine. En plus de ça, les relations entre la Serbie et le Kosovo, qui avant faisaient partie d'un seul pays, la Yougoslavie, sont très tendues. Et une des conditions pour devenir membre de l'UE, c'était que leurs relations s'apaisent, donc on n'y est pas encore. Le truc, c'est que l'adhésion de la Serbie à l'UE pourrait profiter à tout le monde, et c'est pour ça qu'on ferme pas non plus complètement la porte. Et d'ailleurs, d'autres pays de l'ex-Yougoslavie ont déjà rejoint l'UE, c'est le cas de la Croatie et de la Slovénie par exemple. Mais la Serbie a-t-elle encore réellement envie d'entrer dans l'UE? Que fait l'Union européenne pour que la Serbie respecte sa part du contrat? Tu vas pouvoir discuter de tout ça aujourd'hui pour comprendre tous les enjeux. Allez, ciao! Donc oui, ça m'intéresse, je suis curieux de savoir de nouvelles choses. Bonjour, enchanté. Il y a quelque chose, quelque chose qui me rend un peu confus, c'est que on est en Serbie et je vois deux grands graffitis comme ça avec de gros drapeaux de la Russie et puis au milieu je comprends pas trop ce que ça veut dire. Mais comment ça se fait que deux gros drapeaux de la Russie soient exposés comme ça en plein milieu de la ville de Belgrade? This graffiti right here and several others are mostly made by football fans, you know, because a lot of Serbian football clubs have cooperation and as they say brotherly ties with some clubs from Russia. It's not so political at first. It's more of a cultural thing due to the Serbian and Russian history, which is in some places very common, and due to our identity reasons, since we share the same religion, we used to share almost the same language. Et donc, selon vous, la culture serbe est plus proche de la russe que de la culture ouest-européenne? Well, from Serbian perspective, both Serbian and Russian culture are a part of the common European culture. We don't separate it in those terms. We don't let, how can I say, the political divides get into that type of thinking, because we see, of course, ourselves as European people. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire les deux mots qui sont écrits en grand sur le mur? So basically, this graffiti here says "Glory to Russia." Russia is currently being, as we see, at least in part, mistreated because of course, the things that are happening in Ukraine, and we in Serbia believe that it's not entirely Russia's fault for the things that are going on currently in Ukraine. Some European countries also have their share of blame, and of course some non-European countries are also to blame for what's going on currently, of course, in Ukraine. Selon vous, pourquoi le processus d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne est un peu freiné? Pourquoi ça prend autant de temps? Well, I think that's more of a question you need to ask European Union, because Serbia has been a candidate for over 20 years, and we see some other countries in Serbia's neighborhood like Romania and Bulgaria who were basically accepted into the European Union overnight. And Serbia is left aside to wait. It wasn't much worse than Romania and Bulgaria were when they entered the European Union. We recognize, of course, a lot of good things that the European integrations have given all of the peoples in Europe, but we tend to take care of our national interests first, so we wouldn't mind in perspective being something like Switzerland, which is not a part of the European Union, but has good cooperation with every European country, and of course is highly developed, both internal and external. Il avait une approche beaucoup plus conservatrice, plus proche de la Russie, ça se sentait, et c'est très intéressant parce que c'est la preuve qu'ici en Serbie, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde et que cette adhésion, elle est pas si claire que ça.
J'ai préparé une petite surprise à Fanny, histoire qu'elle profite bien de sa dernière soirée en Pologne. Et si tu scannais ton ticket? Ok, je le scanne tout de suite. Dîner en profitant d'un show folklorique, ça te dit? Ben carrément, franchement ça a l'air super chouette quand je vois la photo. Let's go! On est dans une auberge, enfin une sorte de petite cabane en bois bien sympathique. Et donc on est arrivé, il y a eu des danseurs habillés de façon traditionnelle polonaise qui ont fait une danse et tout. Je pense que les danseurs vont revenir un moment pour redanser. Je pensais pas que la culture polonaise ressemblait à ça. En vrai, la Pologne, c'est grave sous-côté, enfin en tout cas dans mes amis. Ils étaient tous là en mode ouais, Pologne, on connaît pas et tout, ben je vais vous éduquer, voilà. Peut-être qu'un jour je reviendrai. Je me suis quand même rendu compte que, par exemple, les mines que j'ai vues aujourd'hui, ben voilà, en fait, dans la logique, on se dirait ah ben les mines ça pollue, il faut tout fermer, mais en fait derrière c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait tous les sujets comme ça sont super compliqués. C'est plus ça que je vais retenir. Des fois je suis là ah ben pourquoi le gouvernement fait pas comme ci, fait pas ça, faut juste faire ci, faire ça. Mais en fait c'est à chaque fois beaucoup plus compliqué et ça se fait pas comme ça. Quand on m'a dit que j'allais faire une mission, en vrai, au début, j'étais un peu... Enfin, je m'y attendais pas, en fait, à ce que je sois prise. Donc, j'ai eu un petit moment de doute. Je me disais, est-ce que je suis vraiment capable de faire ça et tout ça et vraiment, je suis super contente de l'avoir fait. C'était une expérience trop cool. Voilà, mon voyage touche à sa fin. Et c'est l'heure de faire le bilan parce que ce voyage a été riche en rencontres, en découvertes et aussi en apprentissage. C'était très intéressant parce que c'est pas des pays dont on parle beaucoup en Belgique, que ce soit à l'école ou dans les médias. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert une toute nouvelle histoire super intéressante sur ces pays. Ces pays qui sont tous les deux meurtris par la guerre, par la violence, par des tensions depuis des décennies. Et j'espère que dans le futur, ils auront tous les deux un avenir en commun dans l'Union européenne, un peu à l'image de la France et l'Allemagne qui se sont combattus pendant des centaines d'années et qui maintenant sont meilleurs amis, entre guillemets. Oui, durant ce voyage, comme je vous l'ai dit, c'était riche de rencontres. J'ai pu rencontrer plein de personnes différentes. J'ai pu voir deux états d'âme, deux philosophies différentes en Croatie et en Serbie. Et c'est très intéressant pour moi parce que nous, on reste souvent bloqués dans notre vision de Belges, d'Européens occidentaux. Et c'est vrai que leur point de vue n'est pas toujours le même que le nôtre. Bref, cette expérience m'a vraiment marqué et je m'en souviendrai, je pense, pendant très longtemps. Et ça a vraiment fait évoluer ma pensée sur certaines choses. Voilà. Et voilà, tous les voyages sont désormais terminés. Mais pour 4 d'entre eux, il reste encore des devoirs. Vous venez me voir? T'as vraiment un dab là? On va la refaire. J'adore l'humour. Allez. Viens, on reprend depuis le tout début. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Le monteur est déjà en train de pleurer. Il pleure de rire, le monteur, il pleure de rire. Je suis navré. Alors Fanny, ton voyage en Pologne s'est-il bien passé? Oui, il s'est très bien passé. J'ai vraiment adoré. Et j'ai pu voir la différence entre un pays de l'Union européenne et un pays hors Union européenne qui est candidat. Et c'était très intéressant parce que j'étais jamais allé dans cette région. Et alors, finalement, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ton aventure? Je retiendrai beaucoup de positifs de ce voyage, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'avais des sentiments négatifs qui revenaient parce que je remettais beaucoup de choses en question, nos systèmes de réflexion, la façon dont par moments on peut instrumentaliser certaines causes. J'en ai vu bien plus que ce que je croyais découvrir en fait. C'était génial, j'ai vécu des choses formidables. On est parti dans le sud de la Suède, dans le nord de la Suède, on est en Laponie, on a rencontré des Samis, on était dans des mines, on a fait plein de trucs et j'ai vraiment bien kiffé.
toi, c'était quoi ton but en t'inscrivant à cette émission? De m'impliquer en cette année d'élection, parce que je peux voter pour la première fois. Et donc j'avais envie vraiment d'avoir peut-être une petite influence sur ce qui allait se passer dans les prochains mois. Et aussi me sentir un peu utile en découvrant des choses et en les montrant aux jeunes de ma génération, en parlant à l'école aussi de ce que j'ai fait et en montrant le reportage qui va sortir. Donc c'était surtout ça. C'est quoi la thématique qui t'a le plus marqué, qui te porte le plus? Je pense que ça reste quand même quand j'ai visité la maison qui accueille les personnes LGBT, je savais pas justement que la Pologne était un pays aussi peu ouvert sur ce sujet. Et donc savoir qu'il y a des gens, des endroits comme ça où ils peuvent être accueillis, ça fait du bien de voir que même dans des pays où la situation est assez compliquée pour les personnes LGBT, il y a quand même des aides, il y a quand même des gens qui sont là pour eux, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus touchée, je pense. Et c'est vers ça que tu vas partir pour ta proposition alors? Oui. Moi, j'ai rencontré quand même pas mal de gens. Toutes ces personnes, elles avaient quelque chose à dire. Que ce soit Michael avec la biologie marine, que ce soit les Samis qui se battent pour qu'on n'ouvre pas cette mine, que ce soit LKB qui disent bah voilà, nous on a dû faire et tout. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de démocratie participative. Ici, je prends l'exemple concret. Les Samis, ils veulent pas qu'on ouvre la mine. Eh ben, on fait un panel avec une partie des Samis, parce qu'on peut pas prendre tous les Samis, c'est pas possible. Et en même temps, on fait un panel avec les gens de la mine. Et ils délibèrent. Et après, si on peut dégager quelque chose de ça, c'est bien. Si on peut pas, tant pis. Mais au moins, on a entendu les parties et c'est pas les Samis qui doivent d'office aller en justice pour qu'on entende leur voix. Évidemment, tu n'es pas parti en vacances là-bas. Au final, tu dois réfléchir à une proposition. Est-ce que tu as pu un peu y réfléchir? Oui, j'ai pu y réfléchir. Dis-nous tout. La première, c'est plutôt sur l'environnement et la pollution. J'ai réfléchi et je trouve qu'une bonne solution, ça serait d'introduire une taxe sur le kérosène aérien dans l'Union européenne. Parce qu'en fait, pour l'instant, c'est le seul moyen de transport qui n'est pas taxé. Le train, il est super taxé, l'essence est super taxée, mais le kérosène aérien, pas du tout. Et c'est pour ça que parfois, c'est moins cher d'aller en avion qu'en train. Et des études ont prouvé que ça rapporterait des milliards dans tous les budgets des pays. Et tout cet argent pourrait être utilisé directement dans l'application du pacte vert pour l'Europe. Et donc, dans la transition énergétique, écologique, lutter contre les jets privés, parce que c'est aussi d'actualité, faire monter le prix de ces voyages, parce que là, ça consomme énormément de kérosène pour pas grand-chose, pour une personne, et ils utilisent ça plusieurs fois par jour. Ouais. Après, je pense que si tu as les moyens d'avoir un jet privé, tu as les moyens de payer les taxes qui vont... Oui, mais ils payent les taxes, et au moins, ils payent les taxes. Ouais. Au moins, ils apportent de l'argent. Voilà. Eh bien, ce que je me demande, en fait, et ce que j'ai repéré un peu en Grèce, c'est que comme c'est la porte d'entrée de l'Europe, géographiquement pas tellement, mais au niveau de l'institution Europe, c'est la Grèce, c'est un peu eux qui doivent gérer l'afflux de migrants dans un premier temps, qui se fait quand même de manière assez délicate, pas vraiment dans des conditions très humaines et puis pas toujours avec bienveillance. Et ce que je me demande, c'est qu'est-ce que l'Europe peut concrètement mettre en place au niveau de la répartition équitable de ce flux, en fait. Comment on peut gérer ça différemment? Bah, on va partir sur l'écriture alors. Ouais. Voilà. Ok, tu peux nous la lire? Bien sûr. Alors, tout projet à caractère environnemental doit systématiquement faire l'objet d'un panel délibératif et contraignant réunissant toutes les parties concernées par l'enjeu. Ma proposition serait de fournir un accueil digne aux migrants et réparti équitablement entre les différents États membres. Taxer le kérosène aérien afin que le transport en train devienne compétitif avec le transport aérien. Investir l'argent récolté dans l'application du pacte vert pour l'Europe. Garantir aux personnes LGBTQIA+, les mêmes droits qu'à toutes les autres au sein de l'Union européenne et sanctionner les discriminations à leur égard. Du coup, maintenant que tu as rédigé ta proposition, tu vas pouvoir aller la déposer dans une urne au Parlement européen et puis en débattre avec des députés européens. Donc j'espère que t'es chaud. Évidemment que je suis chaud. Ok. Ça y est, c'est le grand moment qu'on tease depuis le début. Ils marchent déter comme les Avengers. Quentin, Lucas, Mariam, Amine, Robin, Fanny, Anaël et Neché vont déposer leurs propositions dans l'urne face au Parlement européen. C'est l'aboutissement de leur voyage, le fruit de leur réflexion, le reflet d'une volonté d'être acteurs de leur avenir. Je vous jure, on n'a pas pompé l'idée de l'urne à Koh-Lanta, hein. Ça y est, ils glissent leurs papiers dans la petite boîte. Bah, y a Robin qui galère. Va-t-il y arriver?
Ok, c'est fait. Ouh. Et voilà, une bonne chose de faite. Par contre, les débats n'auront pas lieu dans cette émission, ce serait beaucoup trop long. Alors on a fait une collab avec l'équipe de l'émission QR pour une spéciale. Si vous voulez regarder le débat en entier, la vidéo est dans la description. Bon allez, je suis gentil, je vous balance quand même un petit extrait. Malheureusement, dans notre société, souvent, quand il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'actes. Faut arrêter de prendre les Belges pour des cons. Quand vous dites on les refuse et on les envoie chez eux, c'est quoi chez eux? Et en plus, les 5 députés avec qui nos jeunes ont pu échanger ont eu une semaine pour répondre en profondeur à chacune des propositions. Les articles avec leurs réponses se trouvent aussi en description. Voilà, c'est tout pour nous. J'espère qu'on vous aura fait voyager, que vous aurez appris des trucs et que vous vous rendez maintenant compte que c'est important de s'intéresser à ce qui se passe dans les autres pays de l'Union européenne. Il y a des décisions politiques qui ont un vrai impact sur notre vie et sur celle de nos voisins. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous allez voter et c'est très important d'être bien informé. Au nom de toute l'équipe d'Un Ticket pour l'Europe, merci de nous avoir suivis. Allez, ciao!